ici. Donc, comme Nadia a déjà bien introduit, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui un petit tutoriel pour vous aider à lire et à noter des fichiers de polysomnographie avec IDF Browser. Et avant de vous lancer directement avec IDF Browser, je voulais aussi vous mentionner qu'on avait quand même pris la peine d'explorer quelques logiciels et librairies pour nous aider à prendre la décision de quel viewer on devrait utiliser, parce qu'au CEAM, c'est moi et David, on a travaillé sur un logiciel de traitement de DF, mais pour nous aider à créer ce logiciel-là, il nous fallait pouvoir explorer des fichiers EDF, puis Netus et Stellate sont propriétaires, donc on essayait de trouver un logiciel gratuit. Donc j'ai une liste ici à gauche, là, IDF Browser, c'est le premier, Polyman, il y en a certains qui le connaissent, j'en suis certaine. On a OneMB, qui est un logiciel développé à Concordia, BizBrain, qui est la version Sleep, parce que BizBrain, c'est un ensemble de logiciels. La version Sleep est pour visualiser des PhD, qui était conçu à l'Université de Montréal. On a MNE, IGLab, Brainstorm, qui est McGill, Luna, qui est associé à NSR, plus d'autres viewers, tous gratuits sur Internet. Donc, on essaie de quand même prendre le meilleur choix. Donc, on a joué avec tous ces logiciels-là. Ce qu'on cherchait, c'était un logiciel qui, idéalement, pouvait être installé à l'aide d'un exécutable, pour que ce soit simple. On voulait qu'il soit capable de lire des EDF et qui nous facilite la vie pour parcourir la nuit entière. Il y a certains logiciels qui sont plus adaptés pour les potentiels évoqués, donc c'est lourd une nuit entière. On voulait qu'il puisse afficher tous les signaux inclus dans un PhD. On voulait pouvoir changer l'échelle de temps, changer la sensibilité des canaux, inverser les canaux EEG. Étant donné qu'on voulait pouvoir changer tous ces paramètres visuels-là, bien, ça devenait intéressant si on pouvait sauver les montages pour ne pas avoir à faire toutes ces manipulations-là à chaque fois. On voulait pouvoir importer des annotations dans les stades de sommeil et même afficher l'hypnogramme à même le logiciel. Puis, on voulait marquer et exporter des stades de sommeil et des annotations. Et on voulait aussi que les annotations soient spécifiques par canal. Donc, après, on avait beaucoup de critères. Puis, j'imagine que vous réalisez qu'au final, on voulait être capable de répliquer, en gros, le travail des techniciens, mais avec un logiciel gratuit. On aimait bien ce que Netus et Stellate font, mais ce n'est pas gratuit, ce n'est pas open source, ce n'est pas facile que tous les étudiants puissent l'installer sur leur ordinateur. Donc, après avoir tout exploré ça, on s'est rendu compte que c'est vraiment IDF Browser qui répondait le mieux à nos besoins. Surtout parce qu'il est conçu pour la lecture et le marquage d'enregistrement polysomnographique. Un des désavantages que je me suis rendu compte peut-être un peu tard, c'est qu'il manque l'installateur pour le Mac. Donc, c'est possible d'installer IDF Browser sur un Mac, mais il faut partir du code source et le compiler. Donc, il va falloir que je fasse plusieurs tests. On va essayer de voir si on ne peut pas correspondre avec l'auteur, voir s'il peut nous aider à avoir une version installateur. Donc, je ne sais pas, à main levée, là, ceux qui sont ici, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés à installer IDF Browser sur leur Mac? Si Windows et Linux supportent. Tania, déjà? Parce que si on a seulement quelques cas, je pourrais quand même vous aider à l'installer sur votre Mac. C'est juste, peut-être que ça va être la solution. On va voir. C'est vraiment un des désavantages pour l'instant. L'autre désavantage que j'ai vu, c'est que le marquage des annotations n'est pas encore parfait. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses, ce que je vais vous montrer, mais ça demande beaucoup de clics de souris encore et il y a des risques d'erreur. Mais c'était quand même de loin le plus cordial pour les logiciels gratuits. Un point intéressant, c'est que la communauté est super active. On a communiqué plusieurs fois avec l'auteur. Il a déjà intégré plusieurs de nos demandes. Il y a des mises à jour continuelles. Au moment où l'usager va partir EDF Browser, s'il y a une version plus récente qui existe, c'est notifié à l'usager, puis il peut simplement le réinstaller, puis c'est très rapide. Donc, ici, je vous présente un peu le plan du tutoriel d'aujourd'hui pour que vous ayez une idée à travers quoi je vais
je vais passer, puis vous allez pouvoir m'arrêter au fur et à mesure si vous voulez que j'aille un peu plus loin en détail. Bon, je pense qu'on a assez de temps, là, sans question, ça me prend 1 heure passer à travers tout ça. Donc, si vous pourriez m'arrêter si vous avez d'autres questions. Donc, je vais, au départ, avec vous, juste télécharger et installer EDF Browser. Je vais ouvrir le fichier EDF que j'ai partagé dans le chat. Je vais modifier les paramètres d'affichage. Je vais importer le fichier d'annotation, afficher l'hypnogramme. Je vais explorer Signal, c'est-à-dire que je vais vous montrer un peu les touches que moi j'utilise le plus là, pour vous faciliter la tâche. On va modifier quelques stades de sommeil, ajouter des annotations, fuseau, onde, puis on va exporter le tout. Puis je vais réimporter le fichier qui est exporté par EDF Browser pour vous montrer qu'il est un petit peu différent du format que je préfère utiliser, mais il faut simplement changer un peu les paramètres puis l'importer. Donc, je vais arrêter ma présentation, le partage de ma présentation ici, puis je vais commencer avec EDF Browser. Karine, est-ce que tu peux remettre dans le chat le dernier point? Le dernier point, mon Dieu, les mots manquent, pour les personnes qui sont arrivées après, parce que je ne suis pas certaine qu'elles ont accès. Okay. Je vais aller à la fin. Est-ce que vous voyez? Mais je peux mettre ici le point, peut-être que le point zip devrait marcher aussi. Donc aujourd'hui, il y a seulement les utilisateurs de Windows puis Linux qui vont pouvoir l'installer facilement sur leur ordinateur. Pour les utilisateurs de Mac, ce ne sera pas possible. Mais ça pourrait être possible éventuellement là, avec l'aide de Karine. OK, j'ai mis la page web. Je ne sais pas si peut-être que je vais essayer de partager ça ici. Ça va peut-être être plus comme ça. Donc, vous voyez bien, là, je suis sur la page web de EDF Browser. Donc, je vais à Download. Là, je suis sur Windows. Donc, je télécharge ça. Une fois qu'il est téléchargé, je clique dessus. Juste que je vois où il apparaît. Avec les 2 écrans. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, je vais juste remettre ça. Donc, EDF Browser n'est pas signé. Donc, il faut accepter de le rouler. Ensuite, il faut simplement faire Next. Puis, il va être installé dans Program Files. Puis, il prend à peu près 9 mégaoctets. Puis, si vous cochez, il va partir immédiatement. Donc, pour ouvrir le fichier, faites File Open. Le fichier que je vous ai partagé s'appelle Madame X. Oui, il est directement dans mes downloads. Le lien était sur le chat. Moi, j'ai déjà un montage, mais je vais faire comme si j'en avais pas. Donc, normalement, tous les signaux, les canaux qui apparaissent dans le PHD vont apparaître à gauche. Il faut vraiment faire Add Signals dans le bas et non ici. Ici, c'est pour créer des nouvelles dérivations que je vais faire en deuxième étape. Donc, on ajoute les signaux qui se retrouvent ici. On a les canaux à gauche.
Je vais juste continuer avec mon PowerPoint pour suivre le tutoriel. Ok, j'oublie des étapes. Donc, pour retourner à la fenêtre initiale, c'est la première fenêtre qu'il y avait au départ, je vais vous montrer qu'est-ce qui aurait pu arriver si vous aviez créé une dérivation. Donc, disons que j'ai mes deux canaux EMG qui sont référentiels, que je voudrais les rendre bipolaires. Donc, je peux les soustraire. Ils vont être ajoutés ici, puis je peux créer ma dérivation. Donc, elle va apparaître en bas. Ce qui est important, pour pouvoir créer une nouvelle dérivation avec deux canaux, il faut absolument que leurs paramètres soient identiques. Quels sont ces paramètres-là? Je vais vous les montrer. Donc, on va dans Faire Info. Ça nous permet de voir toute l'information qui est associée à l'EDF. Donc, au début, pour général, c'est tout ce qui se retrouve dans l'entête d'un EDF. Si on clique sur Signal, on a les paramètres associés à chacun des canaux. Donc, pour pouvoir faire une nouvelle dérivation en deux canaux, il faut non seulement que la fréquence d'échantillonnage soit la même, les physical dimensions sont les mêmes, mais il faut aussi que le gain soit le même. Donc, il faut que le physical min-max et le digital min-max soient les mêmes. Donc, ici, ça allait bien. Pour ce qui est des EMG, il y avait tous le même gain. Mais il faut faire attention, si vous utilisez les fichiers EDF qui sont convertis avec le convertisseur de Gaëtan, parfois les fichiers, les canaux EG n'ont pas tous le même gain. Donc, il faut les modifier pour pouvoir le faire. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc là, je commencerai. Karine, oui. Comment on peut modifier le gain si besoin? Il y a un outil qui permet d'uniformiser les gains. Là, j'ai même ça à voir tout mon écran. Je vais être obligée de faire ça comme ça. Dans tout. C'est résolution, je pense. Donc, il y a moyen de les changer comme celle-ci. Mais personnellement, moi, la seule fois que je l'ai fait, c'est que j'ai utilisé un autre logiciel qui permet de le faire. Donc, je n'ai pas tant exploré là, parce qu'à chaque fois, je n'ai pas eu besoin de reformater souvent. Mais il y a des outils pour le faire. OK, merci. Donc, maintenant, si j'ai passé, il y a beaucoup d'onglets dans le menu, beaucoup d'options. Je ne pensais pas faire le tour de tout avec vous, mais de ceux que moi, j'ai utilisés le plus. Donc, pour au moins modifier les paramètres de visualisation, on va aller dans Signal, Organize. Ici, ça nous permet disons, de monter le signal EMG que j'ai créé en haut. On pourrait décider d'enlever les deux premiers. On pourrait décider d'inverser tous les signaux EEG pour que ce soit le positif down, comme vous êtes habitué. On peut changer les étiquettes, le nom des étiquettes qui s'affichent en haut en faisant un edit. Puis on peut changer les étiquettes. On peut mettre un alias ça va être ce qui va être affiché ici à gauche. On peut changer la sensibilité. Par défaut, est à 100 microvolts par centimètre. L'offset, on peut décider de changer la couleur, de mettre rouge. Le reste des outils, je vais en parler un peu plus tard. Pas tous, là, mais quelques-uns, je vais en parler un peu plus tard. Donc, je ne sais pas si vous avez des préférences pour les couleurs. Généralement, je vais garder ça assez sobre. C'est juste pour vous montrer. Ah oui, puis là, un point important pour l'inversion des signaux. Je vais essayer de voir ma page au complet. Vous me dites si vous ne voyez plus, si c'est trop petit ou trop gros. J'essayais juste de voir ma page au complet avec le contrôle en haut. Je me demandais est-ce qu'il y en a qui l'ont installé sur leur ordinateur, sur les utilisateurs de Windows? Est-ce qu'il y en a qui l'ont installé maintenant? Valérie, tu as une question ou tu l'as installé? Oui, je l'ai installé il y a quelques semaines avec un petit peu d'aide de Karine, effectivement. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont installé? Oui, Tina.
faire. David aussi. OK. Donc, un des points, on a inversé les signaux EEG. Ça veut dire que le positif il est A. Je vais aller vite ici, mais c'est parce que il y a beaucoup d'outils que je vais présenter plus tard, plus en détail. Là, c'est juste une petite note, étant donné que je viens d'inverser les signaux EEG, puis c'est une note qui est comme franchement importante. Ce qu'on voit au final, quand j'inverse le signal, là, admettons, ça sera un cas complexe qui commence en haut en premier, mais en fait, c'est l'axe aussi qui est inversé. Donc, le négatif est en haut, puis là, on descend. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais là, on est rendu dans les plus. Fait qu'on est plus 80, plus 130 en bas, puis négatif 168 en haut. Donc, sauf que si vous décidez d'exporter ces signaux-là dans un EDF, avec l'outil Export EDF, la forme du signal va rester la même, mais l'axe ne sera pas inversé. Donc, si vous avez inversé votre signal, il va se retrouver inversé dans l'EDF, puis vous n'aurez pas moyen de le savoir. Donc, ça peut avoir l'air d'une erreur. Moi, je ne l'aurais pas codé comme ça. J'aurais aussi inversé l'axe, mais ça permet de corriger des signaux ou des canaux qui ont été mal enregistrés. Donc, Soraya a pu l'utiliser parce qu'elle a eu des problèmes d'inversion. On s'est rendu compte que le comportement d'EDF Browser avait le même comportement que son outil qu'elle utilisait à McGill. C'est-à-dire que quand on inverse visuellement, puis qu'on enregistre dans l'EDF, il garde le signal inversé et il ne garde pas l'information de l'axe. Donc, si vous voulez travailler sur EDF Browser, filtrer des signaux, modifier l'ordre des canaux, et vous voulez réécrire un nouvel EDF, il faut garder en tête qu'il faut que vos signaux soient positifs A. Fait qu'on garde par défaut ça, vous l'enregistrez. Au moment d'afficher, vous réinverserez vos signaux et vous l'enregistrez dans votre montage s'il le faut. Donc ça, c'est une note très importante. Donc, si on continue à changer les paramètres visuels pour le timescale, généralement, les gens vont préférer regarder sur 30 secondes par page ou 20 secondes par page. Je vous suggère de ne pas utiliser Fit to Paint parce que chaque canal va être optimisé pour qu'on va être optimisé, mais ça ne veut pas dire que tous les signaux EEG ou tous les canaux EEG vont avoir la même sensibilité, ce qui est pour moi problématique. Donc, on peut décider de prendre 100 microvolts de résolution, c'est 5 microvolts par centimètre, puis changer, disons, l'amplitude de quelques signaux qui ne font pas, comme dans ce cas-ci, le cardiaque. C'est un peu fort. Des fois, les canaux de respiration aussi. Mais ça, je suis convaincue que tous les techniciens ont leur stratégie qui est probablement beaucoup plus validée que la mienne. Moi, c'est juste un aspect visuel. Puis pour l'amplitude, si vous appuyez sur le plus, ça double la sensibilité. Le moins, ça réduit par 2 la sensibilité. Ça, c'est pour les amplitudes. Puis là, certaines techniciennes vont souvent demander, oui, mais comment on calibre, étant donné que la sensibilité est en microvolts par centimètre. Donc, si vous allez dans Setting, Options, Calibration, ici, il y a 2 lignes qu'il faut mesurer avec une règle et puis initialiser ici pour que la proportion microvolts-centimètres soit respectée. Si on continue dans les onglets, là, j'ai fait amplitude. Ensuite, puis dans le timescale, j'ai oublié un petit détail. Là, si jamais vous voulez prendre des touches, si vous laissez sur CTRL+, ça dilate le temps par 2, puis CTRL-, ça compresse le temps par 2, puis vous pouvez le faire aussi avec la souris. Pour les filtres, il y a beaucoup d'options. Moi, j'ai surtout utilisé New et Adjust. Donc, ce que j'aime faire, par exemple, c'est d'ajouter un signal. Si on comprend F3, je le rajoute. Et là, je vais même le faire 2 fois parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Ensuite, moi, j'aime bien mettre mes signaux F3 collés sur mon autre. On va les inverser. Donc, si je veux filtrer, je peux choisir le canal que je veux filtrer, ajouter soit high pass, low pass, notch, sans que
On va faire ressortir les bouffées Sigma. C'est facile à voir. Mais ici, je mets Butterworth ordre de 2. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est très important dans ce cas-ci de prendre toujours un ordre de 2. Vous avez la possibilité d'aller à un ordre plus élevé, sauf qu'il n'y a pas de correction de délai de phase qui est appliqué à votre filtre. Donc, ici, vous voyez le premier canal F3.2, c'est l'original. Puis, j'ai filtré dans les bandes Sigma les deux autres canaux F3. Puis, on voit avec un ordre de 2, la bouffée Sigma est pas mal synchronisée avec le signal original, mais avec un ordre de 16, il y a un gros délai. Donc, si jamais vous utilisiez le signal filtré pour prendre des décisions sur le signal brut, ça pourrait être vraiment trompé. Ça, c'est une demande qu'on a faite à l'auteur de départ, là, de s'assurer que le déphasage du filtre est corrigé, mais il n'a pas voulu corriger ça. Karine, est-ce que tu Oui. peux rappeler qu'est-ce que c'est l'ordre? On l'a tout expliqué l'année dernière, l'école d'été, mais ça fait un an. L'ordre, ça va être le nombre de coefficients utilisés pour créer le filtre. Donc, la réponse fréquentielle, elle va être, la pente va être plus abrupte, ça va être plus défini, ça va être, disons, plus étroit autour de la bande de fréquence ici choisie sigma. Sauf qu'étant donné que c'est un filtre qui est plus sélectif, il demande plus de coefficients, donc il y a plus de délai de phase, plus de... Mais généralement, on peut filtrer le signal d'un côté et de l'autre, ça corrige les délais de phase, mais ce n'est pas fait dans IDF Phasor. Donc, moi, je l'utilise beaucoup, le filtre, mais j'utilise un ordre de 2. C'est rare que, si on veut un filtre hyper précis et sélectif, généralement, on va le faire dans un logiciel qui fait des traitements de signal, pas juste de l'affichage. Voilà. Est-ce que ça répond aux questions? Oui, ça répond, merci. Ici, je peux enlever le deuxième. Donc, ça, c'est pour ce qui est le filtre. Ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. J'essaie juste de suivre un peu mon PowerPoint en même temps. OK. Maintenant qu'on a modifié le visuel, on est satisfait avec le déplacement de nos canaux, les couleurs, si on voulait, la résolution, on peut enregistrer un montage. Fait que je vais vous montrer déjà qu'est-ce qui est enregistré dans les montages. Donc, le nom des électrodes, le time scale, si le signal est inversé ou pas, les couleurs, la sensibilité. Si on a ajouté un filtre, il est ajouté ici. Donc, ça, c'est l'information qui est enregistrée. Si je peux faire save. Généralement, il va l'associer à l'EDF qu'on est en train de travailler, sauf qu'il n'y a rien qui nous empêche d'appliquer un montage sur un autre EDF par la suite. Je suggère fortement d'utiliser les étiquettes des signaux et non l'ordre, parce que souvent, à travers différents sujets ou enregistrements, le nom des canaux est uniforme, mais pas nécessairement l'ordre. Puis, c'est une extension MTG là, qui est propre probablement à EDF Browser. Puis, vous pouvez l'enregistrer localement. Dans mon cas, j'en ai déjà un qui s'appelle Madame X, mais je peux l'écrire. Oui. Donc, Karine, pour le montage, es-tu capable de charger un montage que tu as enregistré pour un deuxième fichier EDF pour utiliser le même? C'est-tu facile à faire? Tu peux enregistrer autant de montages que tu veux. Puis tu peux charger n'importe quel montage sur ton fichier EDF, puis... Oui, c'est juste qu'il faut qu'il y ait le même nom des électrodes. Sinon, il ne va pas l'appliquer. Dans le fond, c'est juste ça. Il faut qu'il y ait le même nom des électrodes, puis il va le placer dans le bon ordre, il va faire toutes les manipulations, il va mettre la bonne sensibilité et tout. Super. Puis vous pouvez aussi le joindre à un raccourci clavier. Pour poursuivre avec les options,
Ici, ça peut être intéressant, c'est pour les options de couleurs au départ, si vous voulez un background plus foncé, plus pâle, si vous vouliez changer la couleur des marqueurs et tout. Puis ici, je ne vais pas passer à travers chacune des options, mais une option qui est quand même importante, c'est celle-ci qui est Annotation Onset at Start of Page. Si on est en train de marquer les stades de sommeil, c'est vraiment pratique que si on clique sur le stade de sommeil, il soit présenté au début de la page, sinon vous voyez juste la moitié du stade. Mais si vous êtes en train de marquer des événements comme des fuseaux ou des ondes lentes, c'est pratique que si vous cliquez sur l'événement, il se retrouve au milieu de votre page. Fait que je vais commencer le tutoriel en présentant les stades de sommeil. Donc, je suggère fortement de cocher cette option. Donc, maintenant, on va télécharger le fichier d'annotation. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer en même temps. Le fichier d'annotation que je vous ai montré, que je vous ai partagé. Je vais finir par réussir à l'apporter. Ça s'en vient. Bon. Vous voyez bien ici, c'est un fichier TSV pour Tab Separated Value, mais un TXT ou un CSV marche tout aussi bien. Le format qu'on a décidé de choisir, c'est un format qui est un peu plus compatible avec les fichiers de Gator. Donc, on a une colonne pour le groupe d'événements, le nom d'événement, le début de l'événement, la durée, puis les canaux s'il y a. Donc, c'est simple pour l'instant, vu que c'est juste des stades de sommeil. C'est les chiffres qui sont utilisés dans le cas d'un XML. Donc, localement, nous, au CEAMS, on a un outil qui prend l'EDF et l'XML de Gaetan, puis qui convertit en un fichier TSV qui est super facilement importable dans IDF Browser. Mais vous pourriez prendre le fichier de Gaetan, simple. La seule différence, c'est que les accents sont difficilement gérables. Donc, idéalement, vous enlevez les accents. Puis, pour ce qui est du temps de départ des événements, si vous utilisez l'heure réelle de Gaetan, ça fonctionne bien avec IDF Browser. Mais si vous avez des événements, vous avez besoin de plus de précision, ça devient un peu plus compliqué. Donc, Gaetan, je pense qu'il utilise le sample point. Vous pouvez utiliser la fréquence d'échantillonnage et retrouver la fréquence, le temps en secondes. Mais sincèrement, si vous avez beaucoup de fichiers à faire, là, nous, ça nous ferait plaisir de les convertir pour vous. Là, on a un outil qui est fait. Donc, si je retourne à IDF Browser, pour l'importation des annotations, on nous demande de préciser l'indice des colonnes des informations qu'il y a besoin pour importer. Donc, ici, c'est le séparateur. Nous, c'est des tables, mais vous pourriez utiliser des virgules. Le début de l'événement, c'est la troisième colonne. On le change pour troisième colonne. La durée, c'est 1, 2, 3, 4. Colonne numéro 4. Puis la description, nous, c'est 2. Puis les données commencent à la deuxième ligne parce qu'on a un header, un en-tête qui explique les colonnes. Puis mon temps, c'est en secondes, mais si vous voulez que ce soit des heures, minutes, secondes de Gaetan, vous choisissez une autre option. Puis, c'est bien d'utiliser le latin au cas qu'il y ait des accents. Il va être capable de les importer, mais il va avoir la misère à les afficher. Donc, idéalement, vous enlevez les accents. Donc, ça, c'est les settings. Je vais juste regarder. Tab 3, 1, 2, 3. Durée 1, 2, 3, 4. Description 2. Là, le import va me permettre d'aller sélectionner mon... mais comme je vous disais, les TXT et les CSV sont super. Karine, j'ai une question plus générale là, parce que je te vois faire tout ce travail-là qui est quand même, c'est beaucoup de clics là, pour importer les annotations pour un tracé. Mais une fois que si vous utilisez toujours le même genre de tracé, il se rappelle de toutes les initialisations. Fait que vous pouvez le définir une seule fois. Là, je l'ai changé parce que j'ai exporté quelque chose que IDF Browser avait
j'ai importé ce que DevBrowser avait exporté, donc j'ai eu à les rechanger, mais généralement, si vous utilisez toujours le même format, il va rester là. Vous avez juste besoin de faire import. C'est super, ça répond à ma question. Peut-être pour mettre tout le monde en contexte, là, on s'imagine, par exemple, dans 5 ans, puis que Stellate ne fonctionne plus. Admettons, là, parce que c'est quand même quelque chose qui va survenir, là. Il va arrêter, on ne pourra plus le supporter quand même bientôt. Donc, tous les tracés enregistrés avec Harmony dans le passé vont être difficilement, on pourra difficilement les ouvrir, puis difficilement les analyser, les scorer avec Harmony. Donc, ce que Karine et David ont fait, c'est qu'ils ont développé un logiciel que David va nous présenter la semaine prochaine qui va permettre de lire, d'ouvrir ces tracés-là, de les transformer en EDF. Et là, on pourra les ouvrir avec EDF Browser. Ça veut dire que EDF Browser nous permet d'assurer la pérennité de la lecture, puis du scoring, puis des annotations des tracés enregistrés avec Harmony Stellate dans les 20 dernières années. C'est pour ça que cette procédure-là, Karine, m'inquiétait quand je te voyais faire ça pour un tracé. Je me disais, my God, s'il faut faire ça pour 200 tracés, ça va être fou, mais c'est super si le logiciel se souvient de la correspondance. Parce que si je le fais, là, on a tout ce que j'ai initialisé. Puis ça reste, si je ferme EDF Browser et je rouvre EDF Browser, tout ça reste. Même si maintenant, avant, ce n'était pas le cas, là, mais maintenant, si je désinstalle EDF Browser et que je réinstalle, disons que c'est updaté, il s'en souvient. Fait que maintenant, il s'est enregistré ailleurs. Donc, l'autre étape, c'est de générer l'hypnogramme. Donc, maintenant, c'est dans Windows, hypnogramme. Les stages ici écrits, c'est les étiquettes qui vont être affichées dans l'hypnogramme à gauche, l'axe des Y. Et annotation, c'est la correspondance. Dans notre cas, les 0, c'est des stades awake. Les 5, c'est des stades REM. Donc, c'est tous les chiffres utilisés dans les fichiers XML de Gaëtan. Mais vous pourriez changer ce que vous voulez, pourvu que ça corresponde à la liste de stades que vous avez importés. Donc, je vous suggère fortement de cocher cette option ici. Ce que ça fait, c'est que ça va utiliser la longueur des époques que vous avez définies. Donc, si jamais vous avez une époque qui n'a pas de stade de sommeil associé, il va être surligné dans l'hypnogramme. Donc, ça permet de valider. Si jamais vous avez 2 stades de sommeil pour la même époque, ça va être aussi surligné. Donc, il suffit de faire Start. Donc, si on voit en bas, mon hypnogramme, Awake en haut, REM et les stades non REM. Là, on a tendance à sélectionner le petit triangle pour se déplacer, mais ça ne fonctionne pas. Il faut sélectionner la page, l'espèce de signet de page en bas, puis la correspondance avec l'hypnogramme, c'est le triangle. Donc, allez, ça serait du REM, c'est peut-être un petit peu... la sensibilité est un peu basse. Ensuite, du M2, on voit des beaux fuseaux, pas complexes. Donc, justement, pour naviguer, si vous appuyez sur les petites flèches du clavier, il se tasse de 10% de votre fenêtre. Donc, vu que j'ai 20 secondes dans ma page, bien, je me tasse de 2 secondes à chaque coup. Puis, je peux me tasser d'une époque en prenant les flèches qui ressemblent à un petit poisson, comme Sonia a dit, là, c'est des grosses flèches. Donc, ça permet de bien naviguer. Puis, en bas, on voit, le premier temps, c'est l'heure réelle. Ensuite, c'est le temps écoulé. Dans notre cas, c'est exactement pareil parce que l'enregistrement a été commencé à minuit, là, mais c'est un enregistrement un petit peu fake. Mais généralement, c'est l'heure réelle et temps écoulé. Puis, un détail que je trouve dommage, qu'on a mentionné à l'auteur, c'est que la liste ne suit pas. Si on clique sur une époque, il va nous amener à la bonne page. Mais si on se déplace dans la nuit, la liste ne suit pas. Il faut se fier à l'heure pour retourner à notre liste. Généralement, soit on utilise un, soit on utilise l'autre. Karine, oui. Je me demande aussi pourquoi le petit curseur, le carré bleu dans le bas, ouais. C'est comme, pour moi, ça me paraît comme un double curseur avec le triangle qui est juste en haut. Il me semble que ce serait vraiment plus facile de déplacer le triangle.
Je suis Est-ce que c'est une d'accord. demande à l'auteur qui a été faite, ça? Non, non, mais je peux en Peut-être, prendre note. Là, j'ai déjà une liste qu'on lui demande. parfait, mais je pense que ça Soit qu'on serait juste les intéressant. synchroniser. Non, ben là, ils sont synchronisés, mais il faudrait pouvoir sélectionner les deux. Ou parce que là, je comprends un peu pourquoi il le fait comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va regarder l'hypnogramme. Fait que si l'hypnogramme n'est pas là, le curseur qui reste, c'est lui. Fait que je ne sais pas si dans le fond, on pourrait lui demander que le triangle soit accessible. Ça me paraîtrait la meilleure option, que le Oups, triangle j'ai reste accroché. toujours accessible, puis enlever le carré, là. En tout Une cas, fois en que faire juste l'hypnogramme un. est là, ouais. Ça se peut Ou que le triangle puisse être cliquable, puis Câble, ouais, déplaçable. Ouais. tout à fait. Puis peut-être pour les autres qui écoutent, si vous avez des demandes spéciales, Karine, elle est en communication avec ce développeur-là qui programme EDF Browser. Puis elle lui a fait plusieurs demandes à notre nom dans le passé. Puis il y a plusieurs modifications qui ont été faites suite à ces demandes-là. Donc, si vous avez des demandes, c'est des choses qui ne vont pas bien pour vous quand vous travaillez avec le logiciel, vous pouvez faire des demandes, puis ça peut être modifié. Donc, c'est quand même quelque chose de bien intéressant. En fait, il y a beaucoup d'équipes, parce que son code source est disponible, donc il y a beaucoup d'équipes qui vont copier son code, faire des modifications, lui demander que ça soit ajouté et tout. Mais moi, je n'ai même pas touché au code, j'ai simplement communiqué avec lui, puis il a accepté de faire des modifications. Donc, vous pourriez aussi simplement communiquer avec lui, mais comme j'ai déjà un canal de communication, puis généralement, je regroupe quelques demandes en même temps, puis là, j'écris un courriel avec plusieurs demandes. Ça peut apporter du poids si on a plusieurs commentaires d'un coup. Donc, maintenant, je vais être rendue à vous montrer quelques outils pour vous faciliter à explorer le signal. Un des outils, c'est d'utiliser des règles comme ça. Si jamais vous vouliez, disons, compter le nombre de points qu'il y a à l'intérieur de 0,5 secondes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, ici, j'ai un petit triangle avec une ligne pour 0,5 secondes. Donc, on pourrait décider de compter le nombre de pics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7. Donc, ce serait effectivement un fuseau. Pour accéder à ces outils-là, on clique sur l'étiquette du canal, puis on appuie sur « Rule ». Il y a aussi moyen d'essayer de trouver les fréquences avec des petits carrés, là, si on veut rentrer les petits carrés dedans. Je ne sais pas à quel point. Moi, je ne les utilise pas beaucoup, ces outils-là, mais c'est disponible. Ce que j'aime le plus, vous pouvez zoomer sur le signal en cliquant en dessinant un rectangle avec votre souris. Pour revenir à la page initiale, il faut juste utiliser sur Backspace ou suppression. Donc, le problème, c'est que quand on zoome, le nom des étiquettes ne suivent pas. Donc, ça, mettons ici, je voulais zoomer sur C4. Il faut que je me souvienne que je suis sur C4. Disons, ici, je voudrais voir c'est quoi la fréquence majoritaire dans ce bout de signal-là. Là, je peux aller sur le C4, puis je peux faire un spectrum. Puis, je peux même zoomer sur mon échelle de temps. Donc, je suis réellement dans les bandes de fréquence d'un fuseau. Là, si jamais on voulait différencier une bouffée d'alpha versus fuseau, on voit qu'on est vraiment comme à 13 Hz versus 10 Hz. Ça me semble assez fiable. À chaque fois que je l'ai utilisé, ça me donnait des réponses du bon sens. Sauf qu'il y a d'autres outils comme dans Statistiques qui n'auraient aucun bon sens si je le faisais maintenant, là, parce qu'il y a trop de choses dans ma fenêtre, là, mais admettons que je retourne encore sur C4, puis je fais ce signal-là. Dans Statistiques, il y a comme une fréquence qui est calculée, mais elle est souvent trop basse là, parce qu'il va calculer le nombre de fois que ça passe par zéro. Mais mettons pour un fuseau, le signal n'est pas assez pas
de manière égale ou symétrique autour de la ligne de base. Là, il descend, donc les passages par gyro ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est connu. Là, dans beaucoup d'outils, cette stratégie ne fonctionne pas. Mais pour trouver la fréquence maximale, je trouve que le spectrum fonctionne bien. Mais les max peak-to-peak semblent vraiment bien fonctionner. Là. Je ne sais pas si je prends un beau cas complexe sur bon, F4. Je vais juste essayer de vous le prouver au départ. Là. Donc, ça mettons, on voit que le négatif il est moins 152, puis après ça, plus 104. Si je zoome ici sur F4, je sais même pas si sur F4, là, je fais la statistique. Il disait moins plus 117, moins 153, mais je vais prendre. Oups. Moins 150. C'est fou, le oui, ça, tu veux, il me disait, tu sais, là, je voulais remontrer, c'est plus long à manipuler, mais c'était pour juste s'assurer que la statistique qu'il m'avait fournie, elle était bonne. À date, pour les cas complexes, le pic maximum, le pic minimum, puis le pic to pic, a toujours été valide. Donc ça peut être des outils qui pourraient être utiles. Donc, ça, c'est pour les outils. Je pense que ça ressemble à ça. Maintenant, on serait rendu à noter. Donc, pour les stades de sommeil, je vais vous montrer les settings importants. C'est les settings liés à l'Annotation Editor. Donc, pour les stades de sommeil, ça fonctionne par bouton. Donc, par défaut, je pense que ceux qui rouvrent leur Annotation Editor, vous devriez avoir rien de défini ici. Moi, j'ai décidé de définir 5 boutons pour mes 5 stades de sommeil. Puis, je prends les mêmes, la description, c'est le même nom d'étiquette que mes stades que j'ai importés. Donc, j'ai 0 pour Awake, 5 REM, 1, 2, 3. Puis, à droite, les options ici, c'est pour définir le comportement des boutons. Donc, le but, c'est que je veux pouvoir peser sur le bouton Awake et je veux que ça me crée un stade Awake. Je veux que la description soit définie par l'étiquette qui est associée à mon bouton. Je veux que le temps du début de mon stade soit associé à la page que je regarde, donc le début de la page. Je veux que la durée soit associée à la longueur de la page et je veux sauter à la prochaine page parce que je veux pouvoir scorer tous les stades de sommeil en rafale puis juste appuyer sur le bouton. Donc, tout ça ici, ça n'existait pas dans IDF Browser. C'est nous qui avons fait la demande puis qui l'a rajouté. Donc, il peut être prêt à aller loin dans ses ajouts à IDF Browser s'il juge que les ajouts sont vraiment pertinents et qui vont être utilisés à plus d'une équipe. Je vous suggère aussi d'utiliser cette option-là. Ça permet de s'assurer que chacun des stades est ajouté un après l'autre, disons, sur chacune des époques. Donc, on ne se retrouvera pas avec un temps ou un gap ou un espace entre deux stades de sommeil. On veut que ça soit synchronisé sur chaque époque. Puis, c'est ici qu'il faut définir la longueur de notre époque. Généralement, ça va être 30 secondes, mais l'enregistrement que je vous ai partagé a été scoré sur des époques de 20 secondes. C'est pour ça que j'ai écrit 20 secondes. Puis Valérie, justement, elle m'avait demandé s'il y avait moyen de scorer pour des souris que c'est des époques de 4 secondes, mais ce serait ici que je le mettrais. Je mettrais 4 secondes pour être sûr que chaque époque soit scorée. La deuxième section ici, ce n'est pas pour scorer les stades de sommeil, c'est vraiment pour ajouter des événements. Donc, pour l'instant, vous pourriez prédéfinir jusqu'à 8 événements. Moi, j'en ai défini quelques-uns. Section REM, Spindle, cas complexe, là, ça, c'était moi qui l'avais ajouté, là, mais je peux écrire n'importe quoi. Puis, ce que ça permet, c'est quand on va dessiner un rectangle autour de l'événement qu'on veut annoter, il va y avoir un menu contextuel qui va apparaître avec ces options-là qu'on va pouvoir simplement sélectionner. Pour avoir accès aux options,
pour marquer les stades de sommeil, il faut ouvrir la fenêtre. Donc, on va dans Windows, Annotation Editor. Je vais essayer de suivre. Non. Je pense que Tania avait une question, je pourrais peut-être la préciser. Oui, je vais dire. Elle a écrit dans le chat, juste pour être certain, on pourrait scorer en époque de 4 secondes, mais visualiser des pages de 25 secondes. Ben, dans ce cas-là, je vais regarder le comportement. Je ne l'ai jamais testé. Ça sera un peu comme ça. Là, je visualise des 30 secondes, puis je vais scorer en 20 secondes. Donc, je vais voir si ça va fonctionner. Donc, ici, on est à 29, 29. Juste pour vous montrer, si j'avais, vu que j'ai sélectionné une époque ou un stade, dans le fond, et maintenant, j'ai les boutons qui sont propres à IDF Browser qui sont activés. Donc, je pourrais modifier ce stade-là en disant Awake. Là, il devient modifié. Puis, ça a fonctionné parce que, regardez, la durée est de 20 secondes. C'est peut-être parce que par défaut, il a mis, ah oui, parce qu'il prend cette valeur-là que j'ai définie, puis comme j'ai défini en 20 secondes, il met en 20 secondes, même si ma page visuelle est en 30 secondes. Et que ça semble fonctionner. Mais je ne sais pas si... Non, ça devrait fonctionner parce que... Ouais, parce que là, j'ai fait un modify, je n'ai pas fait un create, je n'ai pas appuyé sur les boutons, mais quand vous allez appuyer sur les boutons, ça va se tasser de l'époque que vous avez prédéfinie. Donc, je pourrais. Donc, ici, si je veux le remettre en 2, je peux faire le modify. Si je veux ajouter, on va le tester, là. Si je suis ici et que je veux ajouter un REM, il a ajouté le REM à la même place. Puis, on voit aussi dans l'hypnogramme, parce que ma nuit est déjà scorée là, dans cet exemple-ci. Là, je peux voir dans mon hypnogramme en bas que j'ai une époque qui est surlignée parce qu'elle est problématique. Là, j'ai 2 stades associés. Même. Donc, je peux le corriger en allant le supprimer. Puis, disons que si j'enlève lui, je suis ici, puis je rajoute un 2. C'est comme si tu avais remis en page de 20 secondes automatiquement. Ah, tu as raison. Ben oui, il l'a rechangé. Okay. Mais ça, je peux lui demander. C'est juste que ça pourrait être problématique pour nous parce que même si on score des époques de 4 secondes, on ne regarde jamais le signal aussi étendu. On regarde quand même des 25-30 secondes. Donc, c'est sûr que pour nous, pour scorer des souris, ça peut être problématique. Mais je vais lui demander parce qu'en fait, tout ça, ça a été rajouté par nous. Puis moi, j'avais juste pas pensé à cette problématique-là. Généralement, dans le mois minuit, c'est toujours la même chose. Fait que je vais lui demander que ça ne soit pas mis à jour, que ça soit conservé. Ça me donne l'impression que c'est une modification qui est facile, mais des fois, ça peut être surprenant. Merci beaucoup parce que c'est vrai que, comme dit Tania, ça peut être assez utile pour nous. Là. Tout à fait, mais je pense que c'est justifiable. Fait que j'ai l'impression qu'il va dire oui. Parce que, en plus, je peux lui vanter que ça lui ouvre toute une nouvelle porte de scorage de souris. Bonne stratégie. Oui. Mais sincèrement, modifier ce code-là, ça nous aurait pris une éternité. Le fait qu'un auteur qui accepte de modifier son logiciel, qui est gratuit pour nous, qui fait juste... C'est grandiose, là. Je dis, c'est inespéré. Là. Donc, ça, c'est pour les stades de sommeil. Là. Je veux dire, c'est pas sorcier. Là. Si vous achetez le bouton, ça saute directement à l'autre. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser ou faire des suggestions qu'on pourrait l'améliorer. Est-ce qu'on peut utiliser le clavier numérique, Karine? Bien, pour l'instant, il a mis des shortcuts, mais ces shortcuts ne servent à rien. Genre, il a mis ça ici, keyboard shortcut. Fait que, c'est que tu fasses contrôle 1. Mais juste le fait que tu as déjà ta main sur la souris parce que tu manipules, je trouve qu'appuyer sur 2 boutons, je trouve que c'est pas instinctif, là, mais moi, c'est pas moi qui score les nuits, là, fait que j'ai aucune idée. Peut-être que ça, jamais je créerais que c'est pas... Parce que je pense pas que les autres, mettons le 1, il est associé à rien, là.
Fait que, étant donné que le 1, en ce moment, quand on travaille sur EDF Browser, est associé à Edge, j'ai juste pas demandé parce que moi, je ne compte pas des nuits, là, fait que j'ai pas eu besoin. Mais tout à fait, là, genre, au lieu d'avoir des shortcuts CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, on devrait lui demander si ça ne peut pas être directement 1, 2. Bien, idéalement, ça serait ces chiffres-là. Là. Mais qu'est-ce que vous suggériez, vous comme raccourci clavier pour scorer? Ben, en fait, nous, on utilise exactement les mêmes touches que les chiffres que tu as entrés. Là. Donc, OK, bon. C'est sûr que ben, nous, c'est un petit peu différent. On les a adaptés pour nos scorings de souris, mais on a justement utilisé les mêmes qui étaient chez l'humain qu'on a adaptés pour les souris. Okay. Donc, nous, on utilise le clavier numérique, mais on en utilise 6. Là. On utilise 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK. C'est sûr parce que là, sinon, ce que je comprends, puis ça peut fonctionner, mais il faut cliquer, en fait. Sur chaque époque, il va falloir cliquer sur les chiffres, boutons. Là, sur les boutons. Là, donc, OK. Mais sinon, c'est ça. Il faudrait. Je ne sais pas si ici, il pourrait juste rajouter une autre colonne qui serait le raccourci numérique du clavier. Parce que les gens ne vont pas nécessairement mettre 0, 5. Il y a certains gens qui veulent que le bouton, ça soit écrit awake, crème, non. Fait que là, il n'y a plus d'équivalent. Fait que faudrait que je demande si on ne peut pas mettre un raccourci clavier comme une autre définition d'option qui serait le raccourci clavier numérique. Je pense que ça serait vraiment important parce que justement, pour scorer des 24 heures de souris, que c'est des époques de 4 secondes, commencer à aller cliquer avec la souris ça va ralentir notre rythme, ça va être fou. Là. Parfait. Ça me semble très justifié. Dans le chat, il y a Tina qui indique qu'on pourrait ajouter 9 pour indéterminé. Il n'y a pas d'option indéterminée en ce moment, hein? Non, mais le bouton existe, c'est juste que moi, je ne l'ai pas mis. OK. Fait que j'aurais pu mettre 9. Ah, c'est ça, il y en a plusieurs autres disponibles encore. Oui, c'est ça. Ah, super. Fait qu'il apparaît ici. Ça, c'est... OK. Donc, maintenant, les 2 derniers points que je voulais vous montrer, c'est comment annoter des événements. Donc, c'est un exemple. Là. En même temps qu'on voudrait mettre un cas complexe, il faut appuyer sur CTRL, puis c'est peut-être pas le meilleur exemple. Vous pourriez faire ça comme ça, mais je sais que généralement, vous n'allez pas utiliser de boîte pour les cas complexes. Là. Vous allez plutôt utiliser... Mettons les fuseaux, ça va être un bel exemple que vous pourriez faire. Puis, il l'ajoute directement sur le bon canal et il prend la nomenclature IDF+. Donc, il n'y a pas... Parce que dans les formats de fichiers IDF+, il n'y a pas... c'est pas un fichier, un format où il y a une colonne pour le canal. Tout est enregistré à même l'EDF, puis il y a un canal qui s'appelle IDF Annotation. Puis la façon qu'on identifie un événement sur un canal, c'est en mettant à commercial et le nom du canal. Ceci dit, l'information est là, puis ensuite, une fois que c'est exporté, on peut décider d'utiliser nos outils pour rajouter une colonne avec le nom du channel si c'est vraiment ça qui vous intéresse. Mais au moins, l'information est là. Donc, ça, c'est pour ajouter des événements sous forme de boîte. Puis ensuite, on peut les sélectionner. Mais là, vous regardez, là, c'est pas super pratique parce qu'ils apparaissent au début, d'où l'option d'aller ici, qui est l'option que je vous avais fait cocher au départ quand on voulait marquer les stades de sommeil. Maintenant, si je sélectionne, au moins, il me met en plein milieu de ma fenêtre, là, ce qui est plus pratique pour explorer. Vous pouvez déplacer à même la souris vos options. Si jamais vous vouliez corriger des détections qui ont été faites automatiques, vous pouvez aussi les déliter. La seule affaire, c'est que la longueur n'est pas facile à modifier avec la souris. Donc, il faut aller la modifier ici en bas. Puis faire un modify, puis là, vous pouvez la déplacer. Ça, c'est pas l'idéal. Il n'y a pas trouvé de solution pour qu'on soit capable de modifier facilement une longueur sans aller taper la nouvelle longueur. On peut les déplacer, on peut les déliter, on peut en rajouter facilement, mais
C'est pas du tout faisable ou c'est difficile non, c'est ça, ça marche pas. Ben, ça, je lui ai mentionné, là. Mais je dis, c'est rare, là, pour vrai, dans les logiciels gratuits, que déjà, on puisse le sélectionner, puis que, je dirais, on en demandait, puis on en demandait, là. Mais peut-être que, éventuellement, là, si c'est des petits détails qui font en sorte qu'on ne choisit pas l'outil, on pourrait peut-être dédier une équipe pour modifier le code. Le code, il est disponible. C'est juste que là, moi, j'ai commencé avec la version facile de tout lui demander ce que lui était prêt à faire. Donc, puis si on est plusieurs à lui demander, peut-être qu'il vaut mieux que ce ne soit pas toujours moi, mais qu'il y ait plusieurs demandes de différents labos, il va peut-être décider de l'implémenter. Est-ce que tu sais c'est quoi le défi technique de ne pas pouvoir... Parce que ça me paraît pertinent pour de pouvoir... Tout à fait, là, mais j'ai pas... je ne sais pas, David, il a peut-être plus de facilité, là, vu qu'il a fait beaucoup de programmation. Le fait qu'on puisse... C'est déjà un carré, parce qu'on peut déjà le sélectionner. Il faudrait qu'il y ait une espèce de petit curseur qui apparaît une fois qu'on est sélectionné, qu'on peut étirer. Fait que, il y a des solutions, ce n'est pas impossible, là, mais peut-être que je ne connais pas la librairie qu'il utilise. Il y a peut-être des trucs qu'il est obligé de faire de base qui est vraiment plus long. Ce qui est lui, ça, c'est codé en C. Il utilise Qt5, qui est déjà ce qu'on utilise au SAMS, mais c'est une librairie. Nous, on utilise la version Python, lui, il utilise la version C. Puis, pour les cas complexes, généralement, vous préférez utiliser, au lieu d'utiliser une boîte, vous préférez utiliser un marqueur pour aller identifier la pointe. Donc, dans ce cas-là, ce qui est dommage, c'est que le menu contextuel avec nos descriptions prédéfinies d'événements n'apparaît pas. Je lui ai demandé, il a dit qu'il allait y penser et travailler ça. Fait que pour l'instant, quand vous utilisez les pointes comme ça, il faut que vous initialisez vous-même le nom. Sauf qu'une fois que vous l'avez fait, une fois, il s'en rappelle. Donc, quand vous allez commencer à l'écrire, il va devenir une option, puis vous allez pouvoir le mettre. Puis la durée n'a comme pas de sens, vu que c'est juste un curseur. Généralement, on va mettre -1. Là, je peux faire un create. Fait que là, mon cas complexe va être ajouté. Fait que c'est un peu plus de manipulation, mais après ça, il existe, là, je pourrais décider de l'ajouter sur C4. Là, il n'existera pas encore, vu que c'est la première fois. Si je voudrais, je mette C4 à 1. Un autre create. Mais si je vais plus loin après, puis que je décide d'en rajouter sur C4, il va exister encore en même temps que je clique sur F3 pour que ça soit trop facile, puis que je me mets sur C4. Je m'en viens ici. Ah, je l'ai déjà rajouté, là, vu? Si je commence à écrire C4, il va me suggérer. C'est un petit peu plus vite, mais j'avoue que ce n'est pas l'idéal. Ça fait partie des manipulations que je trouve excessives dans le cas du marqueur. Idéalement, on voudrait que quand je pars mon marqueur, oups, c'est moi là qui manipule mal, c'est qu'il y a une façon de partir le menu ici qu'on a déjà sélectionné, puis juste s'écrire le nom descriptif, puis le nom du canal devrait se mettre à jour automatiquement, comme c'est le cas quand on fait ça, que tout se fait tout seul. Ça s'en vient. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il a juste dit que c'était du travail. Il faudrait que je le relance. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est juste exporter. Parce que là, on a modifié des événements, on a modifié des salles de sommeil, on a ajouté des événements. Donc, on peut exporter cette information-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, là, mais aujourd'hui, ça dépasse le cours du tutoriel, mais pour exporter les annotations, on peut l'exporter en plusieurs formats. Vous pourriez, si vous avez un EDF+, vous pourriez directement enregistrer tous les événements annotations directement dans l'EDF+, mais nous, on préfère le format TXT, CSV ou TSV. Vous choisissez le séparateur, l'encoding, mais ça, par défaut, qui peut être bon. Moi, je préfère utiliser les secondes relatives au début du fichier. Mais si vous êtes avec la stratégie de Gaëtan, vous pourriez utiliser l'heure réelle.
c'est important de cocher « Include Event Duration » si vous avez une durée qui vous importe. Vous exportez. Là, moi, ça peut être des TXT, des CSV, mais moi, je suis vraiment une fan des TSV. Puis, je peux même pas écraser ça. Donc, pour vous montrer que ça a marché, je peux faire un delete all. Il va me dire qu'il faut que mon éditeur soit fermé. C'est pour pas que vous fassiez des erreurs. Donc, je peux faire un delete all. Yes, tout est là. Puis, je pourrais décider de réimporter. Là, ça ici, moi, je ne fais pas ça d'exporter, importer à partir de EDF Browser. Peut-être qu'initialement, on aurait pu prendre le même format, mais ça, c'est les formats que j'utilisais pour mon fichier qu'on aime bien utiliser parce que le groupe, pareil comme Gaëtan et tout. Donc, si je veux importer un fichier de EDF Browser, il est plus simple. Le fichier, là, je peux vous montrer dans Download. Celui-là ici. En fait, c'est la version vraiment la plus simple. Donc, il y a l'onset, la durée et le nom de l'événement. Donc, il faut simplement que ça ici, ça corresponde à ça. Fait que moi, j'avais mis des tables. C'est pour ça que tantôt, j'ai eu à le changer. Normalement, je ne change pas. Je garde toujours le format qu'on utilise localement. Donc, ça va vous faire un rappel. 3. 27, 3. Je vais juste le fermer. Je pense que... Donc, mon hypnogramme est ici, puis j'ai tous mes fuseaux, mes cas complexes que j'avais marqués qui sont là.